Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Alain Dinin. Bonjour. Bonjour. Président, directeur général de Nexity. Alors, j'ai lu vos interviews, vous êtes partout et c'est normal. Vous affirmez souvent, cette phrase qui revient chez vous, qu'il n'y a pas de crise du logement en France. Vous l'avez encore dit récemment. Allez dire ça, Alain Dinin, aux millions de mal logés en France. Allez dire ça aux Parisiens qui n'arrivent pas à payer du 9 000 € du mètre carré. Ça reste, pour beaucoup, difficilement accessible, la propriété immobilière Est-ce que j'ai dit qu'il n'y avait pas de crise du logement? en France? J'ai dit qu'il y avait une crise politique sur le logement et sur la problématique du logement. Alors après, est-ce qu'on a une crise au sens de trop ou insuffisance de production? Pas assez de production à certains endroits, trop de production à d'autres. Enfin voilà, donc tout le sujet sur le logement est politique. C'est la ville, c'est la cité, c'est le vivre ensemble. Mais dans les zones tendues, dans les grandes métropoles, il y a bien une crise de l'offre de logement pour le coup. Là. Il y a une crise, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat, mais en même temps, on ne peut pas oublier 98% du territoire. Hein. D'ailleurs, ce que fait le gouvernement actuellement, c'est de remodeler, d'ailleurs, entre les déclarations d'il y a quelques semaines et aujourd'hui, ce qui vient d'être voté, un certain nombre de textes qui viennent apaiser un tout petit peu la situation. Vous devez être content, là, on va en parler. Hein. Oui, on pourra en parler. Alors, content, le sujet ne concerne pas directement Nexity. Au fond, il faut débattre, élever un tout petit peu ce débat-là et poser le problème, effectivement, de la population, de la démographie et de la façon de s'organiser la ville. Parce que le gouvernement semble justement faire des concessions sur les zones en fait, de l'investissement Pinel. Plusieurs amendements qui ont été déposés, c'était vendredi après-midi. Alors finalement, sans trop rentrer dans la technique, la zone B2, la zone C, qui sont les villes moyennes, les zones rurales, ne seront pas retirées brutalement des zones qui sont éligibles au Pinel, si j'ai bien compris. En zone C, il n'y avait déjà plus rien. En zone BE, d'ailleurs, en zone B2, pardon, le Pinel n'existait pas. C'était un agrément qui était donné par le préfet par ville. Ouais. Il se trouve qu'il en a donné, les préfets en ont donné un peu trop facilement, donc il y a eu des villes où on n'aurait pas eu besoin d'avoir l'agrément Pinel et où quand même on l'a obtenu. Donc il y a eu de la production et on le sait dans un certain nombre de villes qui n'avaient pas réellement de besoin locatif, de besoin de logement locatif où on a trop produit. Alors aujourd'hui, le gouvernement a met fin au B2 à horizon fin 2018, fin 2019, et donne des mesures de tempérament qui permettent au fond de ne pas brutalement arrêter l'activité économique d'un certain nombre de villes. Donc, des concessions que vous saluez. Oui, mais qui sont de bonne logique. Les terrains ont été achetés pour un certain nombre d'entre eux par les promoteurs. Les commandes étaient en train d'être passées auprès des entreprises de BTP locales. Et vous imaginez, par exemple, au Mans, on vous dit du jour au lendemain, le 1er janvier, il n'y a plus ce type de produit. Toutes les entreprises se mettaient à l'arrêt. Donc la problématique économique, d'ailleurs on a le Premier ministre aujourd'hui et peut-être le Président de la République qui sont avec les maires de France, ils vont bien se retrouver face à cette complexité-là. La politique du gouvernement en disant je mets toutes les aides en zone tendue, c'est oublier 98% du territoire français. Et plus de 50... C'est avec les aides, là, il y a des besoins. Il fallait quand même revoir le zonage du Pinel. Il y a un vrai sujet, là. Il fallait plutôt se poser la question de savoir où a-t-on besoin de construire, pour quel type de population, et puis quel développement économique je veux faire dans une ville. Si je considère que dans une ville donnée, parce qu'elle est de taille moyenne, elle fait 20 000 habitants, etc., je ne donne plus de possibilité d'acheter du logement neuf ou d'avoir de l'investissement locatif. Donc je vais arrêter les entreprises de bâtiments locales, puisque dans ce domaine, c'est le local qui prime. Donc on va arrêter les entreprises de bâtiments locales, les entreprises de bâtiments locales qui sont un moteur de l'économie. Donc l'économie de cette zone va s'appauvrir du fait qu'on ne va plus avoir de chantier. Quand le bâtiment va, tout va. Donc ça s'applique aussi à la zone. Et donc comment est-ce qu'après ça, je peux dire que dans une ville donnée, je vais avoir un dynamisme économique, puisque déjà le premier sujet qui va être de comment je me loge et comment je trouve, j'ai déjà plus de solution. Donc les jeunes ménages n'y arriveront pas, on n'aura donc pas les équipements. S'il n'y a pas de logement, il n'y a pas d'équipement public, puisque vous savez qu'avec la loi SRU, à chaque fois que vous fabriquez des logements, ce qui est d'ailleurs un sujet de la composante du prix, vous êtes obligé de faire des équipements publics, un peu plus d'écoles, un peu plus de crèches, un peu plus d'éléments de santé, des transports, des travaux d'infrastructure, etc. Si je ne construis pas de logement, il y a tous ces sujets-là qui viennent en moins. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire à un certain nombre de villes de taille moyenne, au fond, je concentre tout en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les grandes métropoles, les 7-8 grandes métropoles. Qui en ont besoin, mais en oubliant. Voilà. Et donc Macron, président des grands centres urbains. Alors, oui, j'aime pas trop ces symboles-là, et vous ne me ferez pas dire ce genre de choses, mais... J'ai essayé. Voilà, non, mais bon, c'est vrai qu'il y a un sujet de zone tendue, mais on ne peut pas regarder... Moi, ce qui m'avait intéressé à un moment donné, quand le ministère avait été créé, c'est qu'on avait parlé de cohésion des territoires. Alors, cohésion et cohérence. C'est vrai qu'on ne doit pas regarder
la construction dans une zone et dans une autre de façon générale. Il faut être local. Si je devais proposer quelque chose dans ce domaine, je dirais qu'il doit y avoir une politique nationale du logement au sens de quel type de mixité, pour quel type de famille, monoparentalité, personnes âgées, le vivre ensemble, le logement social et le logement libre, etc. Et puis ensuite, il faudrait décentraliser au niveau des régions la responsabilité du logement et du financement de ce logement, parce que les problématiques sont extrêmement locales et les moyens de transport entre deux villes, même de taille moyenne, peuvent permettre de faire une espèce d'urbanisation de l'ensemble et de permettre à cette zone de prospérer et de se développer. Parce que la plupart des gens, quand vous les interrogez, ils n'ont pas vocation à vouloir habiter dans des zones denses. Ils ont vocation à habiter dans les zones denses parce qu'il y a de l'emploi, parce qu'il y a la culture, parce qu'il y a la santé, parce qu'il y a l'éducation. Si à un moment donné, j'arrive à retravailler un petit peu tout ça, ce qui manque aujourd'hui, c'est cette vision-là. Pourquoi est-ce que le gouvernement, d'ailleurs ça a été le problème avec tous les gouvernements, depuis que je suis en activité, ça fait maintenant très longtemps, pourquoi est-ce qu'ils veulent réglementer l'ensemble du territoire alors que chaque territoire a sa propre définition et sa propre économie? Mais ça serait plus simple de poser le financement du logement au niveau des territoires et puis de donner une ligne générale, ce qui est la mission d'un président de la République, c'est de poser le pays au niveau de son égalité de traitement. Mais en l'état actuel de ce que l'on sait, est-ce que la politique logement au global fiscal et de logement d'Emmanuel Macron va freiner la construction de logements en France? Sachant que vous, chez Nexity, est-ce que vous vous dites, dans certains coins, je vais lever le pied sur les chantiers, sur les programmes qui sont prévus 2018, 2010. On voit pas, 2017, tout le monde se dit, euphorique dans l'ancien, dans le neuf, ce qui est une réalité. On va produire 430 000 logements. On va revenir à des niveaux de 2007. Exactement. Mais la question n'est pas sur 2017, c'est sur 2018 17, et 2019. 18, 19. Alors, quelles sont les problématiques? D'abord, les opérateurs comme Nexity, on a 90% de notre production en zone dite tendue. Donc, vous en fichez. Donc, c'est pas le sujet. C'est pas un sujet pour Nexity. C'est un sujet pour le pays, mais c'est pas un sujet pour Nexity. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, enfin, à partir de 2018, on n'achètera plus de terrain en zone B2 et en zone C, et on ne regardera plus ces zones comme étant des capacités pour notre activité de se développer. Dans les zones tendues, pour Nexity, c'est une bonne opération. Et donc, si je suis juste Nexity, je suis très content. Il n'y a pas de problème. Parce que les terrains dans les zones tendues sont chers, ils sont lourds, ils sont grands souvent, puisqu'il faut travailler sur de grandes zones urbaines. Par exemple, dans le Grand Paris, ça va être le sujet. Ça, c'est réservé à quelques grands opérateurs. Et nous en sommes. Donc, au fond, pour nous, ça se passe bien. Alors maintenant, bloquer le système... Quand dans une chaîne... Et le logement, c'est une chaîne du très social jusqu'au très libre. Il y a un maillon. Au final, vous fragilisez un maillon. Donc aujourd'hui, avoir fragilisé, par exemple, le logement social, on pourrait dire entre nous... Ils vous achètent par bloc Alors, ils m'achètent par bloc, mais ce n'est pas ça seulement. C'est que les lois SRU m'obligent à construire, quand je fais du logement libre, de construire une proportion de logements sociaux. 25%. Si je ne construis pas de logements sociaux, si le marché du logement social n'est plus acheteur, eh bien, je ne pourrais pas construire les logements libres. Donc, c'est l'ensemble du dispositif. Et ensuite, on est dans un système où même si le gouvernement dit aujourd'hui, on voudrait fabriquer un choc de l'offre, ce choc de l'offre, il est à 4-5 ans d'aujourd'hui, le temps de modifier les règles d'urbanisme. Donc, le plan du gouvernement fonctionnera à horizon 4-5 ans, mais il va pénaliser la construction mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe depuis quelques semaines où on ne sait pas si on a le Pinel, si on a le prêt à taux zéro, si on a la PL accession dans les zones en rue. Il y a de l'attentisme. Donc, nous, les opérateurs, on lève le stylo, on a les terrains, mais on ne va pas lancer les chantiers. Ne lançant pas les chantiers, comme sur l'autoroute où vous avez freiné un tout petit peu, 10 km après, vous avez un bouchon. La production de logements 2017, 2018, début 2019 va être au même niveau à peu près, 400 000 par 430 000 à peu près. Et puis vous allez voir les effets de cette attente-là dans le milieu de l'année 2019, et j'estime, moi, que c'est 50 000 logements de moins qu'on fabriquera en France. En 2019. En 2019. 50 000 logements, c'est 100 000 emplois de moins. C'est 4 milliards de TVA en moins dans les caisses de l'État. Et les réflexions sur et après le Pinel, qu'est-ce qu'il y a, etc., ne permettent pas dans une chaîne de production. J'entendais votre interlocuteur tout à l'heure de l'OFCE, là, qui intervenait, qui parlait de l'industrie. On parlait de la baisse du coût du travail. Il faut aller plus loin. Voilà. Mais il parlait aussi du financement de l'industrie. La production immobilière, c'est une industrie. Entre le moment où on voit le terrain et le moment où on livre, il se passe 5 ans. Être en permanence suspendu à l'année de transition, à un mouvement, etc., crée des coups d'accordéon
qui fait que la crise du logement, parce qu'il y en a une qui est claire dans un certain nombre d'endroits et pas dans d'autres, la crise immobilière, au sens large du terme, elle vient essentiellement depuis 30 ans sur le fait que dans un processus de 5 ans, tous les 18 mois, on stoppe la machine. Et donc, on fait du stop and go. On stoppe et puis après on fait un plan de relance. Voilà, donc Nexity en profite. Vous attendez le plan de relance le prochain? Oui, oui, j'ai annoncé le plan, enfin j'ai annoncé, je pronostique un plan de relance vers mi-2019. Surtout pour contrebalancer les effets négatifs à court terme. Surtout si les taux d'intérêt montent. Parce que le vrai sujet, c'est que faire des propriétaires ou des investisseurs pour mettre en location, c'est en face d'une capacité de s'endetter avec un niveau de mensualité satisfaisant. Les taux d'intérêt ont baissé de façon très large. Aujourd'hui, vous empruntez encore à 1,50 ou 1,60 sur 20 ans. Si les taux d'intérêt montent, eh bien, la clientèle peut se désolvabiliser, la production de logements va se ralentir. Ouais. L'État va... Ça, on ne sait pas. Ça se trouve, on est parti pour des taux bas, encore une fois, pendant très longtemps. Très bien. Si c'est le cas, ça fonctionnera comme ça. Le sujet, quand même, c'est que on est dans un monde où on ne prend pas assez en compte la démographie. Le président Macron parle d'un choc de l'offre. Moi, j'aurais plutôt provoqué un choc de la demande. Je me serais posé au fond la question de savoir est-ce qu'un jeune ménage a besoin d'être propriétaire de son logement? Parce que vous parliez tout à l'heure de l'accession à la propriété. Envie, c'est une chose. Besoin. Vous allez déménager, quand vous avez 25 ans aujourd'hui, vous allez déménager entre 12 et 15 fois dans toute votre vie. Pourquoi vous bloquez 12 et 15 fois? Oui, oui, parce que vous sortez de chez vous, vous êtes étudiant, vous vous mettez en colocation, vous vous mariez, vous avez des enfants, les enfants s'en vont, vous divorcez, vous avez une famille recomposée, vous cherchez un nouvel emploi, vous êtes en mobilité, vous bougez tout le temps. Donc, si vous changez une douzaine de fois de logement dans toute votre vie, pourquoi est-ce que vous devriez devenir propriétaire à 30 ans ? Vous allez immobiliser des capitaux. Et donc la conclusion, c'est que... La conclusion, c'est que serait, par exemple, un système de location-vente comme on l'a pour la voiture nécessiterait que les investisseurs institutionnels soient là pour porter l'actif pendant le moment où, parce que ça pourrait être aussi ce qu'on appelle techniquement le démembrement de propriété, comme ça existe en Angleterre ou dans d'autres pays. Ça pourrait être de faire revenir les investisseurs institutionnels sur le logement sur le long terme. Savez-vous aujourd'hui... Pourquoi ils sont partis d'ailleurs? Ils investissent en Allemagne. Alors on me dit, c'est pas cher en Allemagne. C'est vrai, mais les loyers sont, le locataire allemand est extrêmement protégé, les loyers sont bas. Savez-vous qu'en Allemagne, le rendement locatif, il est le même qu'en France, c'est 3-4%. Pourquoi ils vont investir? Parce qu'en Allemagne, on ne change pas les lois tous les 18 mois, parce que quand vous avez besoin de vendre votre le mal bien, français, l'instabilité fiscale, instabilité fiscale et juridique. La crise, elle est là. Ce n'est pas une crise du logement, c'est une crise du politique qui ne... D'ailleurs, Macron, candidat, dit « ça marche bien, je ne vais pas y toucher ». La première chose qu'ils font, c'est y toucher. J'entends encore M. Castaner, hier, ou avant-hier, quand il prend ses fonctions, dire sur une radio, et en l'occurrence sur France Inter, dire le logement coûte 41 milliards. Vous savez, c'est le chiffre, la fiscalité, le logement, ça coûte 41 milliards. C'est les dépenses. Les dépenses. Vous savez combien ça rapporte? 60 et quelques. En 2017, c'est le Conseil national des comptes du logement qui le dit, c'est un organe public. Il dit qu'en 2017, ça va rapporter 70 milliards. Vous faites la TVA. Alors, 42 milliards d'un côté, 70 milliards de l'autre. À qui profite le crime? À qui profite le prix? Si les prix sont aussi élevés, savez-vous que, par exemple, les droits de mutation ont augmenté de près de 10 milliards en 10 ans? Donc aujourd'hui, la principale hausse des prix, elle est due à la fiscalité d'un côté et aux charges foncières de l'autre. Très bien. Donc c'est jamais votre faute à vous écouter, Alain Dinan. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire vous en tant que promoteur? Je suis un prestataire pour justement pour faire baisser les prix de vente, pour ceux qui disent c'est trop cher d'acheter dans le neuf. Je considère plafonner vos prix, plafonner vos marges, on peut en discuter, on peut mettre ça sur la table. On peut mettre ça sur la table et d'ailleurs, pour être tout à fait clair, puisque vous me repreniez, mais je ne veux pas vous demander de revenir 5 ans en arrière, ça fait 5 ans que je dis que nous, les opérateurs privés, si on a un accord gagnant-gagnant avec l'ensemble du monde politique, on est d'accord pour plafonner nos prix, voire plafonner nos marges. Il ne peut pas y avoir... Mais il ne peut pas y avoir aujourd'hui davantage donné à un secteur sans qu'il y ait de contrepartie sociale. Je prends un exemple. Demain matin ou dans les prochains jours, puisque je crois que M. de Normandie l'a cité récemment dans un interview, le ministre en charge de ces sujets-là, ils vont donner un avantage fiscal à ceux qui vendront leur terrain dans les 3 ans et qui seront donc un abattement quasi de la totalité de la plus-value. Ouais. Moi, je suis totalement en phase avec ça. Bien sûr. Favorable, puisque les propriétaires fonciers vont dire c'est le moment de vendre parce que je ne paye pas de plus-value. Mais ça a déjà existé avant. Il y a eu ça sous Manuel Valls. Est-ce qu'il n'y aurait pas une contrepartie sociale à mettre, c'est-à-dire de dire que, par contre, je n'ai pas le droit de vendre mon terrain aux enchères
et de faire monter les prix de terrain. Ah. Et voilà les sujets. Donc, bien entendu que c'est dans l'ensemble de la chaîne, c'est cette contrepartie. Nous, à partir du moment où, opérateurs privés, on a été obligé de vendre au logement social, il est évident qu'au logement social, on ne vend pas avec les marges du logement libre. Mais ça fait partie d'un ensemble sur lequel, si on a une prévisibilité, moi ce que je demande, c'est une prévisibilité. Je veux pouvoir monter un business plan à 5-10 ans sur lequel, comme en Allemagne, on ne va pas m'expliquer tous les matins que parce que le bien est immobile, il est fiscalisé. Sur 10 ans, en France, lorsque vous détenez un bien et que vous le mettez en location, sur 10 ans, vous allez payer 56% de fiscalité. C'est-à-dire 200 000 euros, vous achetez votre bien, vous êtes investisseur. Au bout de 10 ans, vous aurez 56, c'est-à-dire vous aurez 110 000 euros de fiscalité qui sera venu s'additionner sur votre logement, sur votre prix de revient. Donc au bout de 10 ans, si vous ne vendez pas 310 000, vous avez perdu de l'argent. Avec un achat à 200 000. En Allemagne, pendant la même période, c'est moitié moins. C'est 26%. C'est 30% de moins. C'est-à-dire que si on alignait la France et l'Allemagne sur la fiscalité, on n'aura plus besoin des 42 milliards. Parce que la pression fiscale en France n'a jamais cessé de croître sur l'immobilier. Parce que c'est le bien immobile. Bah, encore l'IFI. Hein. Vous êtes tombé de votre chaise quand vous avez vu l'IFI, honnêtement. Parce que, encore une fois, avoir une résidence secondaire qui reste taxable à l'ISF, on peut se dire pourquoi pas, mais avoir un investissement immobilier locatif. Je ne suis pas tombé de ma chaise parce que c'est très dans le mouvement de Bercy. Ces sujets-là, tant pis, je vais me mettre mal avec l'administration de Bercy. Ça fait très longtemps qu'on parle de loyers fictifs, etc. Et qu'un certain nombre d'experts de la finance pensent que l'immobilier n'est pas un outil industriel. Ça dépend quel immobilier. Voilà. Alors, quand je suis actionnaire de Nexity aujourd'hui, je ne suis pas à l'IFI. Non. Parce que c'est une société de service, parce que je n'ai pas d'actifs. Si je suis actionnaire... Ça s'appelle la prépondérance. Voilà. Si je suis dans une société à prépondérance immobilière, une foncière par exemple, ou une OPCI, ou des OPCVM qui auraient une prépondérance immobilière, je serais à l'IFI parce que ça serait de la rente. Et je fabrique de l'emploi, je fabrique de la TVA. La philosophie doit vous gêner à l'indéniable de l'impôt sur la fortune immobilière. Cette idée que, encore une fois, on en parle souvent, mais... Bon, ça ne tiendra pas, c'est pas grave. C'est-à-dire quoi ça ne tiendra pas? Parce qu'on ne peut pas, alors que sur ma résidence principale ou ma résidence secondaire, j'ai plus de dettes, etc. On me taxe comme on taxe les bateaux ou des choses comme ça. Bon, ça c'est un fait. Et autant, bon, allons-y pour concourir à l'effort national. Sur l'investissement, en quoi est-ce que c'est moins intéressant d'investir dans la chimie que dans l'immobilier ou dans une start-up plutôt que dans l'immobilier? Ça ne tiendra pas. Je vois très bien ce qu'il y a dans votre tête. Vous pensez que le Conseil constitutionnel va le retoquer, c'est ça? Je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste du droit, mais je ne vois pas comment on va pouvoir justifier clairement que des sociétés dont le métier c'est d'investir un actif, de produire de l'emploi, de produire de la recette fiscale, de concourir à l'économie, de permettre aux entreprises de BTP de se développer, etc., est une rente. Je veux dire, la philosophie derrière l'impôt sur la fortune immobilière, ça vous gêne, ça vous choque? Ce qui me gêne, c'est qu'à chaque fois qu'on cherche un impôt en France, on vient s'occuper d'abord d'immobilier. Voilà, on vient dire le bien est fixe, il est immobile, alors je le taxe. Monsieur Macron disait à un moment donné, élu président de la République, je voudrais aligner la fiscalité de la France et de l'Allemagne. Eh bien, chiche, allons-y. Alignons les deux fiscalités. D'autant que la hausse de la CSG ne frappera pas, puisqu'il y a le bouclier entre guillemets sur les placements financiers, mais ça va frapper la hausse de la CSG, les revenus fonciers. Dans votre sens, là. En attendant, c'est toujours bien d'acheter de l'immobilier parce que les taux d'intérêt sont bas et que quand vous comparez... Malgré la fiscalité, malgré c'est comme intéressant. Voilà, malgré tout ça. Le patron Nexity revient, il remet ses habits. Non, le commerçant aussi, je l'accepte et je l'assume, et en plus c'est un vrai plaisir. Mais quand je compare un investissement en bourse et un investissement dans l'immobilier, en termes de capacité d'investissement. Il ne faut pas oublier que celui qui achète de l'immobilier, il met pas de fonds propres à l'origine, il met ses fonds au fur et à mesure. Ouais. Eh bien, sur une longue période, c'est-à-dire sur les 25 dernières années, vous êtes, quel que soit le bien immobilier que vous ayez acheté, surtout si vous avez acheté, et même si vous avez acheté du logement où le rendement est faible, et vous pouvez avoir eu des soucis avec votre locataire, votre argent placé est environ de 30% supérieur à l'évolution du CAC. Donc on gagne plus avec l'immobilier qu'avec le CAC 40. On gagne toujours plus avec l'immobilier parce qu'on travaille sur le long terme. Et tout le problème, c'est que si on change les règles tous les 18 mois, bien, quelque part, le gouvernement est obligé en permanence de faire avant et arrière. Puisqu'on parle de la bourse, on va finir là-dessus, Alain Dinin. Le cours de bourse de Nexity, est-ce qu'il reflète correctement la très bonne année, il faut le dire, la bonne dynamique de votre groupe? Chiffre d'affaires en hausse de 11% sur 9 mois, 2,25 milliards d'euros. Et qu'une accélération surtout au troisième trimestre. Parce que le titre a perdu
7% en 6 mois. Il en gagne toujours, je crois, 11 Oui, on se doute. depuis le début de l'année. On a 5 années de croissance continue de notre titre. Ce sera encore le cas cette année. On distribue un dividende qui donne à peu près du 5% de rendement, et ça sera encore le cas en 2018. On a un backlog de 4,5 milliards en croissance de 11%. Les marchés financiers s'inquiètent toujours parce qu'ils regardent un petit sujet. Ce qu'il faudrait qu'ils aient en tête, c'est que l'ensemble du dispositif concourt à ce qu'on produise plus de logements en France. Nous sommes le premier opérateur dans cette dynamique-là. Donc au fond, voilà, on devrait en bénéficier. Donc les opérateurs de marché se trompent? Non, ils ne se trompent jamais, mais ils regardent juste à l'instant. Ils ont raison tous les jours, mais ils n'ont pas toujours raison. Voilà, on va dire ça. C'est vous qui êtes meilleur analyste que moi sur ces sujets-là. Et donc ça veut dire que plus 110% de hausse du titre Nexity sur 5 ans. Le titre en a encore sous le pied, selon vous? Ou le meilleur est derrière, vous avez mangé votre pain blanc? Alors moi, je suis actionnaire de Nexity et les dirigeants et les collaborateurs du groupe sont en action de concert, représentent 18% du capital, sont le principal actionnaire. Nous ne sommes pas vendeurs. De temps en temps, on fait quelques prises de marge, de prises de bénéfices pour réinvestir. Nous ne sommes pas vendeurs. En ce qui me concerne, je reste actionnaire long terme de Nexity parce que donc le titre, oui ou non, selon vous, il en a encore sous le pied? Il y a du potentiel encore sur Nexity oui. Après un doublement en 5 ans? Il en a sous le pied, pas forcément sur le logement, mais nous sommes aussi une société de services. Vous savez que nous sommes administrateurs de biens, que nous gérons 22 000 immeubles, que nous avons 885 000 lots en gérance. Nous faisons aussi de l'immeuble de bureaux tertiaires. Nous sommes un des premiers opérateurs dans ce domaine. Et puis on est investisseur, par exemple, chez Gilles Domitis, qui est le principal représentant du monde de la résidence personnes âgées non médicalisées. On est le premier opérateur de logement étudiant, donc on en a sous le pied pour la croissance future. On va le démontrer au marché dans les prochains mois. Bon voilà, merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Alain Dinin, le PDG de Nexity, était donc l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci.